Cette semaine, on a pris une claque, une vraie claque. Bon, pas forcément à cause de la baisse des marchés qui était somme toute relativement maîtrisée. On a connu bien pire, il faut le reconnaître, mais plutôt une claque de par le fait qu'il y a des problèmes qui commencent à poindre à l'horizon. Des gros problèmes. Moody's nous a donc balancé que les États-Unis perdaient encore leur AAA. Panique molle sur les marchés, mais surtout, les investisseurs commencent à faire la gueule. Les bons du trésor ne sont plus trop sexy et les taux sont en mode fusée. Du jamais vu depuis les subprimes d'abord. Et puis, le Japon, même galère. Personne ne veut plus acheter leurs obligations. Même pas les Japonais eux-mêmes. Et leur Premier ministre commence à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On ressemble de plus en plus à la Grèce. Et au milieu de cette crise obligataire, Trump, toujours Trump, qui lui balance des droits de douane comme on jette des grenades sur l'Europe et sur Apple, enfin, sur tout ce qui le dérange globalement. Bienvenue dans la finance version chaos organisée, bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 24 mai 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors cette semaine, on a donc franchi un cap, un de plus, un de ceux qui nous rappellent que la finance mondiale, c'est un peu comme un vieux couple au bord du divorce, plus personne se supporte, mais tout le monde fait semblant que tout va bien pour la photo de famille. Tout a commencé donc avec le coup de massue de Moody's la semaine dernière. Les États-Unis ont perdu leur AAA, oui, encore. La note a été abaissée et avec elle, un soupçon de panique sur les marchés. Les bons du trésor américain, qui étaient hier une valeur refuge, commencent à sentir le pourri. Pas encore pour tout le monde, mais assez pour qu'on commence à se poser quelques petites questions. Et puis là, les taux se sont envolés. On a le 10 ans qui est monté jusqu'à 4,62, on a le 30 ans qui est passé jusqu'à 5,15, on a même le 20 ans qui est passé au-dessus des 5 tout rond, et c'est ce qui nous fait un petit peu peur. Des niveaux qu'on n'a pas vus depuis la crise de la dette des subprimes. Vous savez, cette fameuse période où on découvrait que tout le monde avait menti et que personne ne savait combien valaient vraiment les actifs qu'ils avaient en portefeuille, ou si même ils existaient. Et bien là, c'est un peu pareil, sauf que cette fois, c'est les États-Unis eux-mêmes qui se font peur et les investisseurs commencent à se poser pas mal de questions. Et puis, parfois, ils refusent même d'acheter. Et cette semaine, les adjudications obligataires américaines ont été molles, très molles. Même le Japon a eu du mal à vendre ses titres. Le Japon, oui, le Japon, le pays qui est endetté jusqu'aux oreilles, mais qu'on achetait par réflexe et qui était surtout toujours soutenu par les Japonais eux-mêmes. Et là, même son propre peuple ne veut plus payer et son propre Premier ministre pense qu'il ressemble de plus en plus à la Grèce. Comme on dit au secours en japonais, Tasukete. Donc là, plus personne ne veut signer les chèques et dans un monde qui fonctionne quand même globalement à crédit, ben c'est pas anodin. Mais pendant que les taux flambent et que les marchés se demandent s'il ne serait pas temps de paniquer un tout petit peu, Trump, lui, il repart en guerre. Il repart en guerre contre l'Europe, il repart en guerre contre Apple. Il se fâche donc contre tout ce qui n'est pas dans son programme économique qui, soyons honnêtes, ressemble de plus en plus à une liste de représailles personnelles. Et le 1er juin, il veut donc coller 50% de droits de douane sur les produits européens et au passage menace Apple d'une surtaxe de 25% sur tout ce qui n'est pas produit aux États-Unis, histoire de rappeler qui est le patron. Ambiance guerre froide, mais version e-commerce et géopolitique de bazar pour l'instant. Oui, selon lui, Tim Cook ne bouge pas assez vite et l'Europe se fait un petit peu tirer l'oreille dans les négociations. Trump en a marre et il perd patience. Et vu que le bashing anti-Trump s'était un petit peu calmé en Europe ces derniers temps, on peut parier sur le fait que ça va revenir à toute vitesse. Et puis, il y a aussi le déficit. Le déficit, alors ce petit détail que tout le monde oublie, et sauf quand il menace de faire péter les plafonds, le méga projet budgétaire de Trump fraîchement validé à la Chambre des représentants pourrait faire exploser le déficit fédéral de 2 000 à 4 000 milliards sur 10 ans. Certains articulent même 6 000 milliards. Enfin, c'est pas très clair. Et en face de cette explosion du déficit budgétaire, eh bien, il n'y a pas la moindre coupe, pas la moindre effort, pas un gramme d'austérité. C'est open bar sur le budget et champagne à volonté dans les couloirs du Congrès. Même les républicains ne savent pas combien ça va coûter exactement, c'est vous dire. Et dans ce climat de tension, de défiance et d'absurdité politique, les marchés se tendent, les rendements augmentent, ce qui plombe les actions, ralentit l'économie, fait grimper les coûts des hypothèques et déclenche ce que j'appelle joliment un changement de paradigme. On ajoute là-dessus une inflation au Japon qui remonte à 3,5% et qui pourrait forcer la BOJ à durcir le ton plus tôt que prévu, une zone euro à la peine avec une croissance revue à 0,9% pour 2025, un PIB allemand qui rebondit
uniquement parce que les industriels ont surtout anticipé les droits de douane américains et on obtient une semaine relativement explosive, mais surtout confuse et tendue comme un arc. Voilà globalement où on en est. Un monde qui doute de la dette américaine, un Japon qui n'arrive plus à vendre ses propres titres, l'Europe qui se fait menacer de taxes, les taux qui grimpent comme des alpinistes sous stéroïdes et un président américain qui semble à nouveau avoir une stratégie aléatoire avec le mot impatience tatoué sur le front. À ce rythme-là, on se demande combien de temps vont vraiment durer ces moratoires de 90 jours, parce qu'en ce qui concerne l'Europe, il a déjà mis un sacré coup de canif dans le contrat. Et le 8 juillet est venu vachement plus tôt que prévu. Il ne reste plus qu'à qu'il pète un câble avec les Chinois et on va se retrouver avec un Liberation Day 2.0. Bref, la finance mondiale, cette semaine, ça aurait pu être un film catastrophe. Entre les taux, le triplet, le retour des droits de douane et le déficit, je trouve que globalement, on s'en sort quand même plutôt pas trop mal. Ou alors, disons que ça aurait pu être pire. Bien pire. Je trouve d'ailleurs qu'avec un S&P qui termine en baisse de 2,61% sur la semaine, ça va. Et pendant ce temps, le SMI, lui, ne recule que de 1,16%. Alors si on attaque directement avec les performances de la semaine, eh bien vous voyez que l'or reprend 5,60%. Et oui, on cherche les valeurs refuges. Le Bitcoin qui termine quasiment au plus haut de tous les temps avec 4,5% de performance sur la semaine. Et puis le reste, le Hang Seng qui s'en sort pas trop mal avec 1,10% sur la semaine. Et le reste, c'est un peu plus compliqué. Shanghai qui recule de 0,57. L'Allemagne qui s'en sort bien avec une baisse que de 0,58%. Mais par contre, le CAC 40 qui frise les 2% de baisse. Le Dow Jones de 47. Le Nasdaq de 47. Le S&P de 61. Et puis, pour terminer, le Philadelphia Semiconductor Index qui perd 4,47%. Et qui pourrait peut-être se refaire une beauté la semaine prochaine, puisqu'il y aura les chiffres de Nvidia. Et donc, si on regarde sur la Suisse, eh bien, nous avons Richemont qui perd 5,43%, nous avons Holcim qui perd 4,37%, mais il y a eu un détachement de dividendes dans l'histoire. Swisslave qui a publié ses chiffres qui étaient OK, qui termine en hausse. Nestlé qui reprend 2,36% malgré toutes les casseroles. Swisscom qui prend presque 3%. Roche qui finit inchangé. Enfin bref, pas une monstre journée. On notera aussi l'UBS qui s'est quand même pris 6% dans la tête. Les histoires d'obligations leur plaisent jamais trop aux banques. Gaberit qui finit en baisse de 1,42% et Partners Group qui s'est fait défoncer et qui perd 9,43% sur la semaine. Beaucoup d'histoires au niveau des droits de douane, beaucoup de pression sur le luxe, par exemple, sur Richemont. Enfin bref, rien de très original. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que le SMI, à la fin, ne perd que 1,16%. On enchaîne avec le point technique. Alors, vous voyez, grosse volatilité en fin de semaine sur le SMI. On arrive à terminer en dessus de la moyenne mobile des 200 jours, ce qui est plutôt encourageant. Vous voyez qu'on a fait quand même un sacré show durant la journée, puisqu'on a été allé chercher au plus bas et les 12 000. Mais on termine quand même à 12 200 en fin de séance. Gros rebond en fin de journée sur le SMI. C'est à noter d'un point de vue technique, pas grand-chose à signaler. Comme je vous le disais, on tient plus ou moins cette zone. On doit tenir cette zone des 12 000 maintenant sur le SMI, sinon on va avoir des problèmes. Vous voyez que globalement, ça devient un support assez important, on va dire autour des 12 030. Et puis pour l'instant, potentiellement, on est en train de faire une espèce de consolidation latérale, ce qui est plutôt encourageant sur le moyen long terme. Mais à court terme, pour l'instant, on va devoir surveiller les 12 000 à la baisse sur le SMI. Si on prend le S&P 500, alors vous voyez qu'on est en train de donner un angle à la baisse qui fait un petit peu peur. Alors quand on voit ça, j'ai l'impression qu'on est un petit peu topiche à court terme. Et quand on voit ça de l'autre côté, effectivement, on a un petit peu l'impression qu'on pourrait aller chercher plus bas. Alors on ne va pas oublier qu'on a laissé un petit gap en arrière ici qu'on peut aller rechercher ces prochains temps. Moi, j'ai l'impression que le S&P doit d'abord refaire une leg à la baisse pour aller chercher peut-être les niveaux de la moyenne mobile des 50 jours autour des 5580 avant de pouvoir repartir et retrouver une certaine dynamique. Je ne suis pas convaincu que les annonces de Trump va faire beaucoup de mal. On a déjà vu qu'on s'est fait très peur le mois dernier pour pas grand-chose. Donc, on a encore un petit peu d'espoir. Mais à court terme, ça ferait pas de mal au S&P 500 de revenir sur ses anciens points. Vous voyez qu'on avait déjà été chercher une fois, si on enlève le mois d'avril, les points bas qui nous ramèneraient à 5500, qui nous permettraient de construire quelque chose et d'avoir de nouveau peut-être un peu plus d'impulsion à la hausse pour la suite des événements sur le S&P 500. Le Nasdaq, c'est pareil. Alors, vous voyez que j'avais
tirer cette espèce de tendance. Alors on voit que pour l'instant ça va un peu moins mal que sur le S&P 500, mais là aussi on voit qu'on a laissé un gap. Ce serait pas impossible qu'on ait recherché la moyenne mobile ces prochains jours. On verra comment ça se passe en début de semaine. Je rappelle que les États-Unis sont fermés lundi, donc ça va être difficile d'estimer un peu la direction qu'on va prendre, mais voilà, moi je pense qu'on peut revenir là aussi chercher les anciens points. Vous voyez qu'on a buté à l'époque sur la moyenne mobile des 200 jours en voulant remonter. Là, on l'a cassé. Ce ne serait pas ridicule qu'on ait la retester en bas avant de repartir. Moi, je ne suis pas complètement monstre négatif à très court terme. C'est du déjà vu ce qu'on est en train de vivre. Donc, ça a l'air plutôt, je vais dire, peut-être une occasion de racheter sur faiblesse sur les indices américains. Celui qui a le plus souffert en fin de semaine, c'est le SOX. Donc là aussi, gros gap qui est resté derrière. On peut revenir clôturer ce gap en revenant sur les 4500 sur le SOX. On est en train potentiellement d'essayer de construire une espèce de tendance haussière à l'interne de tout ça. Même si on fait une petite exagération en direction des 4500, ça ne va pas impacter forcément la tendance. Et puis comme je vous le disais, je vous rappelle que Nvidia va publier la semaine prochaine et ça risque d'être relativement intéressant pour le secteur des semi-conducteurs. Le DAX qui est allé chercher les plus hauts de tous les temps 2-3 fois durant la semaine. On finit un peu plus faible à cause de l'histoire des droits de douane. Vous voyez la baisse en fin de semaine sur le DAX, mais là aussi on est remonté comme en fin de séance. Donc attention, le DAX peut facilement baisseter pour aller combler aussi les gaps qu'il a laissés derrière. Il y en a un là, il y en a un là. Vu l'exagération du DAX, je ne serais pas complètement déçu si on revenait déjà sur les 21 000, un peu au-dessus des 21 000 sur le DAX, parce qu'il y a de quoi baisser ces prochains temps. Est-ce que l'impact des droits de douane sera aussi violent que ça ? Affaire à suivre. Même chose sur le CAC, même dessin. Alors, pas de plus haut historique ces derniers temps sur la France, mais globalement, on essaye quand même d'y aller. Là aussi, on a laissé plein de gaps derrière. Il faut qu'on tienne cette moyenne mobile des 200 jours autour des 7609. On peut aller chercher les trous qu'il y a plus bas et encore potentiellement jusqu'ici. Moi, je pense que si la France revient sur les 7200, 250, ce sera 7300, ce sera peut-être une opportunité de revenir sur le CAC. On verra comment cette histoire de droits de douane sera digérée autour de ce long week-end américain qui nous attend, puisque lundi, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le pétrole qui va dans tous les sens, entre rumeurs de deal avec l'Iran et les États-Unis, entre rumeurs d'ouverture des vannes de la part de l'OPEP, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur le pétrole. Vous voyez que pour l'instant, notre canal latéral qui passe par les 63 et demi et qui va par le bas autour des 56,5 est toujours valable. On a tenté une sortie l'autre jour par la hausse, mais ça n'a pas fonctionné. Donc pour l'instant, la tendance est baissière à l'interne du graphique. On peut penser retourner vers les 57 sur le baril, surtout avec ces craintes de ralentissement économique liées aux éventuels droits de douane. Donc si vraiment le baril devait avoir une accélération en dessous des 58, il faudra essayer de se repositionner pour jouer de nouveau cette tendance qui a l'air de se dessiner, en tout cas pendant un petit moment, d'un côté très latéral à ces niveaux-là. Et comme je ne sais plus qui le disait la semaine dernière, le baril peut aller entre 50 et 70 $. Ça ne surprendra personne. Le Bitcoin qui a fait de nouveau plus haut historique cette semaine, c'était le gros truc de la semaine. Vous voyez qu'on était allé chercher les 112 000 sur le Bitcoin. On revient pour l'instant à 107 000, mais la tendance est établie. Et je crois que plus personne ne se pose des questions entre dérégulation, entre stress des droits de douane, entre tout ce que vous voulez. On a l'impression que l'or et le Bitcoin sont devenus des valeurs refuge où les gens croient plus facilement à ce genre de choses. Et si vous voyez ce qui est en train de se passer sur les États-Unis entre le déficit et entre la dette, eh bien franchement, ça ne surprendra plus personne qu'on retrouve le Bitcoin très bientôt en direction des 125 000. Si on parle des quelques vedettes de la semaine, eh bien on commence tout de suite avec Swiss Life qui a commencé 2025 sur les chapeaux de roue. Le groupe zurichois a fait mieux que prévu sur les recettes. Les primes ont grimpé de 5% à 7,92 milliards et les commissions ont suivi avec plus 3%. Rien de révolutionnaire, mais quand même du solide. Et puis, coup de turbo sur la France avec plus 11% sur les primes, pendant que la Suisse assure la base avec plus 3%. L'Allemagne, elle, traîne un petit peu la patte encore. Du côté gestion d'actifs, en revanche, c'est le feu. Plus 10 milliards de net new money en 3 mois, avec un afflux de 9,3 milliards l'an passé. Et puis, même pas 700 millions l'année d'avant. On appelle ça une montée en puissance.
Le segment TPAM, ce qu'on appelle la gestion pour compte tiers, cartonne grâce aux actions, aux obligations et aux produits indiciels. Le CFO est content et il a de quoi l'être. Objectif 2027, toujours en ligne de mire, 17-19% de rendement sur les fonds propres et 1 milliard de bénéfices juste avec les commissions. C'est ambitieux, mais c'est possible. Et puis pour 2025, Swiss Life vise 20 milliards de flux nets dans la gestion d'actifs. Pas mal pour une boîte plutôt plan-plan dans le secteur de l'assurance. Et les chiffres sont bons, mais le marché attend l'excellence. Et Fontobel qui a très bien résumé l'ambiance. Swiss Life est cher, donc il faut le délivrer. Et là, ils ont délivré, mais pas assez pour faire exploser le titre. En résumé, pas de feu d'artifice, mais une exécution quasi parfaite. Un plan stratégique bien en place et une ambition qui ne faiblit pas. Alors voilà le graphique de Swiss Life. Alors vous voyez, en fin de semaine, on a pris une claque à cause de l'histoire des droits de douane, mais l'un dans l'autre, il ne s'est pas passé grand-chose sur la publication des résultats qui ont été faits, je crois, lundi ou mardi. Donc vous voyez, on est très haut, ça va très bien, mais j'ai l'impression que finalement, le truc devrait continuer à monter gentiment chez Swiss Life. On est dans une belle tendance haussière. Alors sur faiblesse, on se repositionne et on target bien plus haut sur l'assurance helvétique. Julius Baer, ou comment flinguer 130 millions sans prévenir. Mardi soir, bam, annonce surprise, de nouveaux correctifs de valeur. 130 millions partis en fumée à cause de crédits privés et prêts hypothécaires pas très nets. Et résultat, le bénéfice du premier semestre, il va faire bobo. Rien à voir avec René Benko cette fois, promis juré. Mais le timing fait juste mal, en tout cas juste avant les résultats intermédiaires. Et la bourse n'a pas du tout aimé, moins 5% sur l'annonce. La banque promet que c'est sous contrôle et qu'elle continue de passer le portefeuille au peigne fin. Plus de crédit privé à l'avenir, ils vont réduire la voilure sous les 200 millions. Ménage aussi dans les étages, nouveau boss pour la gestion des risques, la compliance réorganisée et on change les rideaux et toutes les serrures. Et puis niveau business, ma sous-gestion chute. Merci le franc fort et la vente du Brésil. Afflux de fonds frais décevant, 4,2 milliards au lieu de 4,9 espérés. L'effet Asie plus Europe n'a pas suffi. Et puis pendant ce temps, le ratio coût-revenu se dégrade à 72%. Mais ça aurait été 66% sans cette petite boulette de 130 millions. Youpi! L'année 2025, c'est une phase de transition chez Julius Baer, selon les analystes aussi. Langage clair, préparez-vous à ramer encore un petit moment. Alors voilà le chart qui se passe de commentaires. On a pété la moyenne mobile des 200 jours. On a laissé des gros gaps derrière nous à la descente. Mais on a aussi laissé des gros gaps derrière nous à la montée. Donc je serais tenté de dire que moi, je ne toucherai pas le titre avant de revenir sur les 49, 48 francs. Et là, on pourra commencer à revenir dedans parce que beaucoup de choses sont déjà dans les prix de toute manière. Donc, si vraiment il y avait une exagération de retour en direction des 46, 47 francs suisses qui m'étonnerait, sans hésiter, j'essaie de jouer vraiment le rebond à partir de là. Mais globalement, le point très technique, ce serait ce point de closing ici qui se situe autour des 49 francs suisses, la clôture du gap. Et là, je me repositionnerai pour jouer quelque chose, même si ça risque de prendre un petit peu de temps. Ce sera peut-être pas forcément le coup de trading de l'année, mais niveau investissement sur le long terme, je veux bien croire que Julius Baer va quand même remonter en direction des 60 balles à un certain moment. Le logisticien Kuehne+Nagel vient de dégainer son chéquier pour racheter TDN. C'est une boîte espagnole qui est basée à Madrid et qui envoie de la palette comme d'autres envoient des SMS. L'idée, juste renforcer son maillage européen et c'est surtout verrouiller la péninsule ibérique avec du lourd, 45 terminaux, plus de 700 camions et un réseau de groupage très très bien huilé. Le deal est signé, les sourires sont sur les communiqués et selon Kuehne+Nagel, l'opération devrait avoir un relutif immédiat. Autrement dit, ça va rapporter direct. Pas besoin d'attendre 2027 pour que ça se voit sur les résultats. La transaction devrait être bouclée dans les prochaines semaines. Évidemment, sous réserve que les autorités de la concurrence ne viennent pas mettre leur grain de sel dedans. Mais si tout roule comme prévu, le convoi Kuehne+Nagel plus TDN devrait démarrer très bientôt. Voilà, rien à dire sur le graphique pour l'instant. La seule chose que j'aurais envie de dire, c'est que pour l'instant, on est dans une tendance haussière un petit peu volatile. La baisse de fin de semaine propose peut-être une opportunité d'achat. Je me positionnerai sur les 180... Allez, 185 pour essayer d'en racheter et puis jouer cette tendance de fond, sans oublier qu'on peut éventuellement avoir une exagération en direction des 179 3/4, ce qui correspondrait à la clôture du gap qu'on a laissé, de ces trous qu'on a laissés derrière. Ce serait bien d'aller boucher tout ça et de faire des choses propres. Alors, disons qu'entre 180 et 185,
j'aurais envie de remettre les pieds dans Kuehne+Nagel éventuellement, surtout avec cette nouvelle acquisition qui devrait être relutive assez rapidement. Nestlé dans la sauce, mais pas la sauce au chocolat, entre scandale sanitaire, décharges sauvages et traitements illégaux de ces eaux minérales. Le géant suisse traverse en ce moment une sale passe médiatique. En tous les cas, en France, Nestlé Waters est au cœur d'une enquête, une tempête judiciaire même carrément. Usage de filtres interdits sur ces sites, Perrier, Vittel et Contrex, dissimulation évoquée par un rapport sénatorial et procédures de tromperie, magouille avec le gouvernement, la totale. On ajoute à ça les décharges façon zone post-apocalyptique dans les Vosges, microplastiques, carcasses de bagnole, déchets de démolition, bref, tout sauf une réserve naturelle. Côté pizza, c'est pas mieux. Buitoni impliqué dans des cas mortels d'E. coli en 2022. Résultat, usine de Caudry fermée, mise en examen pour homicide involontaire et image durablement cramée du côté de la France. Le nouveau directeur général, Laurent Frex, tente de sauver les meubles, recentrage sur le cœur de métier, café, croquettes et bouffe, pas en même temps. Et puis, cession partielle de l'unité eau et fini des ambitions façon Nestlé fait tout. Bref, entre l'écologie sacrifiée, les gamins malades et les juges sur le dos, sans compter les magouilles politiques, Nestlé ne vend plus vraiment du rêve, mais des excuses. Et même celle-là, elle commence à coûter très cher. Pourtant, le titre aura quand même vécu une belle semaine. De là à dire que toute la merde est déjà dans les prix et pas uniquement dans les eaux gazeuses, il n'y a qu'un pas. Nestlé, c'est comme un bon vieux bateau de la CGN sur le lac Léman. Ça met du temps à virer, mais une fois lancé, ça s'arrête pas vraiment facilement. Et là, on pense qu'il a quand même viré de bord tant qu'on tient les 85 francs suisses. Le cap est haussier et les scandales, ils ont l'air quand même déjà pricés visiblement. Mais attention à la moindre grosse vague médiatique, ça peut encore tanguer. Alors quand vous écoutez tout ce que je viens de vous dire sur ce qui se passe sur Nestlé, on ne s'attend pas forcément à avoir un chart qui finit la semaine comme ça. Plutôt belle semaine, hein, vous voyez, une belle hausse sur Nestlé en ce moment. Des gaps partout, hein, comme on en parle beaucoup en ce moment. Pas facile de savoir si on va revenir. Je pense que si on venait à clôturer ce gap-là, il faudra charger le bateau parce que je pense qu'on n'ira plus après, beaucoup plus bas, tellement il y a des choses qui sont dedans. Et là, je pense que les gens sont déjà en train d'anticiper la suite. Pour l'instant, le graphique se porte mieux, enfin beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. Vous voyez quand même que la descente aux enfers a duré un bon moment. Et là, on est vraiment dans une phase de retournement. Et les moyennes mobiles se sont croisées, c'est plutôt positif. Mais là, petit accès de faiblesse sur la moyenne mobile des 50 jours. Attention quand même. Mais voilà, sur faiblesse, je pense que quand même, ça paraîtrait vraiment très peu probable que Nestlé retourne en dessous des bas qu'on a eu ces derniers temps sur l'action Vevezan. Voilà, on passe au en vrac de la semaine avec Stadler Rail qui a décroché un contrat costaud en Suède, 7 trains Fleur plus 1 en option pour 350 millions de francs et 15 ans de maintenance. Le train suisse continue de rouler tout droit. Sunrise Communication annonce une perte nette réduite à 1,3 million contre 127 millions l'an dernier. Pas encore sexy, mais quand même beaucoup mieux. Et un petit détail, ils vont retirer leur double listing du Nasdaq, donc on va se recentrer. Chez VAT, on fait la moue. Nouvel objectif 2027 en baisse, pas dramatique, mais ça fait pas rêver non plus. Basilea commence à vendre son antibiotique Zevtera aux US. Jackpot potentiel 223 millions de dollars. DKSH s'offre APN Plastique, un distributeur de polymères actifs en Australie et en Malaisie. Objectif, étoffer le catalogue à l'international. Et puis Doc Morris s'envole de 13,7% après l'entrée au capital du Polonais Pelion à hauteur de 9,7%. L'arrivée d'un bon pote, ça rassure toujours. ABB met les doigts dans la prise puisqu'il rachète 93% du français Brightloop pour se renforcer dans l'électronique de puissance. Un deal qui sera bouclé d'ici la fin du troisième trimestre. OFG International affiche 3 milliards d'afflux nets en 4 mois, pile dans les clous. Résultat net en hausse, 130 millions propres, sans excès. Idorsia sécurise 150 millions de financement, ça leur donne de l'air jusqu'à mi-2026 et ils relèvent leurs objectifs. Good vibes à Allschwil. Ypsomed monte de 5,5% après une belle croissance sur son cœur de métier, dividende relevé à 2,20 francs et les actionnaires trinquent à leur santé. Galenica plus 4,7% de chiffres sur les 4 premiers mois, 1,31 milliard encaissé, rien d'explosif, mais la feuille de route reste maintenue. Et puis Schweiter se prend moins 2,8% sur l'annonce, un peu fébrile sur le premier semestre, mais le boss reste prudemment optimiste. En Suisse, ça veut dire on serre les fesses, mais on y croit encore. Polypeptide allonge sa ligne de crédit de 40 millions, la portant à 151 millions, de quoi tenir jusqu'en 2028. Et Siegfried investit pour booster la production de Collyr près de Barcelone. Pas de chiffres, mais visiblement, ça pique pas les yeux niveau budget. Scan achète 76% du Slovène Medtronic, boîte spécialisée en numérisation et en automatisation dans les sciences de la vie.
petit mais pointu, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour finir, Sunrise refait surface avec un emprunt senior de 550 millions d'euros pour refinancer de la vieille dette, échéance 2032, plutôt tranquille. Et même si on avait déjà parlé de la chose cette semaine, n'oublions pas non plus que Relief Therapeutics, la biotech genevoise, décroche une désignation de maladie pédiatrique rare de la FDA pour son spray anti-infectieux, le RLF-TD 011, destiné aux enfants atteints d'épidermolyse bulleuse, une saleté de maladie génétique qui fait cloquer la peau à la naissance. Le traitement déjà reconnu comme médicament orphelin avait montré des résultats prometteurs l'an dernier, moins 25% de staphylocoque doré en 8 semaines. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance. La semaine prochaine sera placée sous le signe de Trump, mais aussi et surtout sous le signe de la publication des chiffres de Nvidia qui sera avec nous dès mercredi soir. Il y aura aussi la confiance du consommateur aux USA et le fameux PCE, chiffre de l'inflation vénéré par la Fed. On va donc reparler de tout ça au fur et à mesure de la semaine, sans oublier que le PIB américain sera publié en milieu de semaine et le fait que les USA seront fermés lundi pour cause de Memorial Day. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi avec un Morning Bull Express, vu qu'il n'y aura pas grand-chose à dire. Excellent week-end à tous et à lundi. Bye bye.